Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième épreuve du côté de Palma, de ces challenges à Palma de Majorque. On va revenir sur le Trofeo Cés Salines, une épreuve plutôt réservée aux sprinteurs et comme ça a été le cas encore cette année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, notamment des vidéos biathlon, même si pour les championnats d'Europe, en fait, on fera un débrief complet à la fin des championnats d'Europe. Je pensais faire différemment, mais là, j'ai pas eu le temps hier de faire le débrief des deux individuels, donc on fera un petit peu différemment. Et puis, il y a également la voile, toujours, avec le vent des globes. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications sur les miniatures. On commence tout de suite avec cette vidéo, et oui, le Trofeo Cés Salines, deuxième épisode de ces challenges de Palma de Majorque. Pour certains, c'est plutôt une journée calme, parfois on n'a pas emmené forcément de gros sprinters, parfois on essaye plutôt juste de rouler et de faire du kilomètre, et puis pour d'autres, c'est une journée importante parce qu'ils savent que ils n'ont pas vraiment de grimpeurs et de punchers qui peuvent rivaliser sur les étapes suivantes de vendredi et samedi, et que là, ça peut être une grosse opportunité, et que Palma de Majorque, ça sera peut-être un petit peu trop plat pour eux également. Donc c'est vrai que c'est une journée un peu bizarre, où il y a au final assez peu de coureurs qui s'intéressent à cette course. C'est pas forcément la course la plus importante, mais ça peut permettre d'avoir un résultat en début de saison. On va regarder tout de suite le résumé de cette étape, et ça partait assez vite dès 179 km de l'arrivée avec une échappée composée notamment de Curto, de Fernandez, Martinez, Radcliffe, Twain, Lang, que des coureurs de Continental, sauf Fernandez qui était du côté de la Burgos, cette échappée qui va prendre un petit peu d'avance, 3 minutes 15 à 162 km de l'arrivée. Au même moment, Tudor et Intermarché, 17 de rouler, Intermarché pour Guirmeil, Tudor pour Dainese. C'est à 120 km de l'arrivée que l'écart arrivera à son maximum, 3 minutes 50, autant vous dire que cette échappée est extrêmement bien contrôlée. Et surtout, il y a un problème aujourd'hui pour les échappées, un fort vent de face assez important, 35-40 km/h, qui ralentit la progression des coureurs forcément à l'avant de la course, enfin qui ne leur permet pas surtout d'aller aussi vite qu'ils le souhaitent. Et derrière, ça contrôle bien, parce qu'aujourd'hui, on va encore arriver aux alentours de 15h55, 16h, donc quasiment aux horaires qui étaient prévus, malgré, encore une fois, ce vent de face. À 65 km de l'arrivée, l'écart est encore de 2 minutes 30, mais on sait très bien qu'avec 2 minutes 30 à 65 km de l'arrivée, vu le final, il y a quand même très peu de chances que ça arrive au bout du côté de cette affaire-là. Et c'est ce qui s'est passé, parce que l'écart va diminuer à 53 secondes à 50 km de l'arrivée, puis 35 secondes à 45 km. Et Radcliffe décide de partir seul quelques kilomètres après. Il va tenir jusqu'à 21 km de leur arrivée. Ce sera le dernier coureur repris. Échappé terminé, il ne se passera plus grand-chose, malgré un peloton plutôt très concentré, mais ça ne s'anime pas forcément énormément, c'est-à-dire qu'on roule pas très fort. Personne n'a véritablement envie de lancer les hostilités pour le sprint en premier, et tout le monde se regarde un petit peu. Même Nils Politt tentera à plusieurs reprises de s'échapper. C'est pour vous dire que le rythme n'était pas non plus infernal dans les 20 derniers kilomètres. Il y aura une chute sur la fin de journée entre Joshua Anderson, un coureur de Continental, et Biagini, un coureur de la Bardiani. Mais sinon, pas gros chose à noter. Et donc on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres avec un gros relais de Michael Valgren qui va permettre à la UF de remonter, et le sprint est lancé. C'est un coureur de la Uno X qui emmène Vandenberg et quelques coureurs un petit peu plus loin, Turgis qui est en fait un petit peu caché et qui va bien se débrouiller aujourd'hui.
Et puis quand le sprint est lancé, Vandenberg démarre et Turgis ne peut pas le remonter. C'est le sprinter néerlandais de l'AEF qui s'imposera devant le coureur français. Et le troisième coureur, eh bien c'est celui qui emmenait, c'était Blikra qui emmenait du côté de la Uno X. Guilherme 4e, Gaviria 5e aujourd'hui. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Eh bien du côté des coureurs au top, Marine Vandenberg, il aime bien ses courses de début de saison, Marine Vandenberg. C'est déjà sa deuxième victoire au Trofeo Cesc Salines, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu son palmarès dans sa carrière, quasiment tous ses résultats, il les a eus jusqu'en avril. C'est-à-dire après avril, Marine Vandenberg, c'est un coureur qui disparaît. C'est vraiment un coureur de première partie de saison. Ses victoires en région Pays de la Loire Tour, c'est en avril. Le Tour de Catalogne, c'est en avril. Alors, il y a une victoire sur le Tour de Pologne. Ça, c'est en fin juillet, début août. Le Orlen Nation Grand Prix, je crois que c'est en avril aussi. La Carpathian Courier Race, c'est à l'époque où il était dans la Conti de la Groupama, c'est aussi plutôt sur la première partie de saison. Alors, il y a également une victoire sur la route d'Occitanie, donc en juin, et le Grand Prix Adrien Mobile, mais on voit aussi pas mal de résultats en fait sur cette première partie de saison, et c'est vrai que c'est un coureur qu'on voit surtout en première partie de saison et qui disparaît un petit peu. Ensuite, c'est plus forcément un coureur marquant quand les leaders arrivent beaucoup plus. Alors malgré tout, l'an dernier, il fait 11e de l'Amstel parmi ses résultats. Victoire à Lieda, donc sur le Tour de Catalogne. Et puis le Trofeo Cesc Salines, où il avait pris la 4e place. 3e à Palma de Majorque. Mais c'est vrai qu'après le boucle de la Mayenne, déjà au boucle de la Mayenne en mai, il ne prend qu'une 7e place, et bien ensuite les résultats sont beaucoup moins bons, jusqu'au Gruito of Ganzi où il va finir 2e de la dernière étape l'an dernier, donc ce qui fait que c'est un coureur qui a quand même marqué 876 points, mais vraiment première jusqu'au mois d'avril, et ensuite sur la dernière partie de saison, et c'est assez souvent comme ça quand on regarde. Alors, sauf en 2023, c'est vrai, où il avait été présent également sur la Vuelta et le Tour de Pologne, où il avait été performant un peu plus pendant toute l'année. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un coureur qui est toujours très fort en début de saison. Là, il fait un sprint, grosso modo, personne n'est en capacité de suivre. Il pourra dire merci quand même à Michael Valgren, qui a fait un énorme relais à 3 km de l'arrivée. Il a tenu au moins 400-500 mètres et ça remonte entièrement l'équipe EF à ce moment-là. Et c'est ce qui permet aussi à Vandenberg d'être aussi bien placé. C'est ce gros travail du côté de Michael Valgren. Et puis Rui Costa également qui fait un bon boulot à 10 bornes de l'arrivée pour placer l'équipe. Mais vraiment, Vandenberg aujourd'hui, il était dur à battre parce qu'il est très fort quand même sur ses sprints en faux plat montant. Et puis, c'était pas Guilherme derrière, c'était Turgis. Et ouais, il n'y avait pas grand chose à faire, grosso modo, face à Vandenberg aujourd'hui, du côté du coureur néerlandais. Mais ça fait du bien parce que c'est vrai qu'on avait parlé de l'AEF hier. J'avais dit l'AEF, il roule énormément depuis le début de saison, mais il n'y a pas forcément les résultats du côté de cette formation. Et bien voilà, pour le premier jour de course de l'année de Marine Vandenberg, eh bien, il va s'imposer. Et on voit que c'est un coureur qui est toujours performant d'entrée, Marine Vandenberg. Il a aussi cette particularité-là, sans faire de cyclocross, pourtant. Là, j'ai pas de résultats marquants en cyclocross pour Marine Vandenberg. Eh bien, c'est pourtant un coureur qui arrive toujours à être là en début d'année. Coureur qui a 25 ans, bientôt 26, qui est à l'AEF depuis 2022. C'est la seule équipe en World Tour qu'il a connue. Avant, il avait connu la Conti de la Groupama et puis la Metec. Grande équipe qui a formé quand même pas mal de jeunes coureurs néerlandais. Pas mal de jeunes sprinters sont quand même sortis de la Metec. Il a un contrat jusqu'en 2026. Et je pense qu'il est bien dans cette formation parce que c'est vrai qu'il a un statut de leader, étant donné qu'il y a peu de sprinters chez EF. Ce qui lui permet vraiment toujours d'avoir un gros rôle de leader. Alors en termes de course cette année, on le verra notamment sur l'étoile de Bessèges, normalement la semaine prochaine, également le Tour de la Provence, et puis très vite le Het Nieuwsblad Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le week-end d'ouverture en Belgique. Lui qui ne l'avait pas fait l'an dernier ce week-end d'ouverture, mais 7e de la Brabançonne. Et puis il a déjà fait 10e de la classique Bruges de Panne. Et je regarde en 2022,
Est-ce qu'il avait été performant sur ces courses-là? Pas forcément, mais comme il passe bien les bosses, c'est vrai que c'est un coureur qui progresse. Donc bon, on va voir ce que ça va donner désormais pour ce jeune coureur. Oui, encore jeune coureur néerlandais à 25 ans du côté de Marine Vandenberg, vainqueur aujourd'hui pour la deuxième fois du Trofeo Cesc Salines. Deuxième coureur top, eh bien, c'est Anthony Turgis. C'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu performant sur un sprint, Anthony Turgis. C'est vrai qu'Anthony Turgis, au tout début, c'était quand même chez Cofidis, plutôt considéré comme un coureur qui avait une grosse pointe de vitesse, plutôt considéré comme un sprinter, alors que il avait pas forcément tant de références que ça dans ce domaine. Et puis chez Total Energy, c'est plutôt devenu un coureur de classique, même si, par exemple, il fait deuxième de Milan-San Remo, donc sur des courses, alors certes, c'était pas au sprint, hein, c'était derrière Stuyven, mais voilà, il a remporté des courses avec une grosse pointe de vitesse, et sa victoire cette année sur le Tour de France est sur un sprint en petit comité en 2024 du côté d'Anthony Turgis, mais c'est vrai qu'il avait un peu perdu de pointe de vitesse, et puis je disais toujours, Turgis, c'est un coureur qui ne s'est pas frotté. Là aujourd'hui, je trouve qu'il a été meilleur. Il a bien frotté, hein, parce qu'il garde bien sa position dans le final. Il est peu accompagné par la Total. Contrairement même à ce que la Total a fait comme travail sur le Halou-la-Tour, là je trouve que le travail de la Total a été beaucoup moins important sur ce Trofeo Cesc Salines. Et pourtant, il est tout de suite extrêmement bien placé et surtout, il va très bien se dépatouiller tout seul. Et là, c'est pour moi la grande différence sur ce sprint-là par rapport à ce qu'il faisait les années précédentes du côté de la Total Energy où il avait un peu du mal dans cet exercice-là de frotter. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse mais qui avait un peu de mal à frotter. Et là, surtout, il ne se fait pas remonter par Guermeil, mais il ne se fait pas remonter non plus par Gaviria, qui sont pourtant des véritables sprinteurs. Donc c'est là où Turgis a été très bon. Et là, je trouve qu'il a retrouvé les qualités qu'il avait quand il avait fait deuxième de Kurn-Bruxelles-Kurn, où il avait montré une grosse pointe de vitesse, qui fait deuxième ce jour-là, derrière Pedersen, avec un peloton, avec Pedersen qui revient vraiment au dernier moment, dans les 2-3 derniers kilomètres sur le circuit final. Il avait été vraiment hyper efficace dans l'aspiration de Mats Pedersen, et je trouve que là, il a vraiment été bon. C'est un coureur qui est en fin de contrat avec la Total Energy à 30 ans. Et je pense que c'est un coureur qui va intéresser pas mal d'équipes parce que sur ce profil-là, c'est un coureur intéressant, même si je pense qu'il est bien chez Jean-René Bernaudot et que je ne le vois pas forcément quitter l'équipe pour le moment, mais c'est vrai qu'il est chez Jean-René Bernaudot depuis 2019. Hein. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saisons. Si je ne me trompe pas, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, cette saison. Donc c'est vrai que y a des fois l'envie peut-être d'aller voir ailleurs, d'aller dans d'autres formations. Après, il n'y a pas forcément... une formation où tu peux avoir de la place sur les Flandriennes, il n'y en a pas forcément 150, mais là je l'ai trouvé très très bon, Turgis. Et il a dit, il a travaillé les sprints cet hiver. Et bien, sur cette première course, ça s'est vu. Et ça me fait du bien aussi pour les coureurs, quand le travail qu'ils ont fait à l'entraînement pendant 2 mois, 3 mois, ou quand on essaye de cibler, et ça c'est pour tous les sportifs, hein, quand on essaie de cibler un objectif précis, je pense au biathlon, les mecs qui préparent, qui s'entraînent énormément sur le tir debout, quand par exemple un Turgis, lui, travaille énormément les sprints, ou un autre coureur travaillerait, je sais pas moi, la frappe de balle, le contrôle de balle pendant l'intersaison, eh bien, de voir que ce que tu as travaillé, ça marche et que tu peux donc faire évoluer un peu ta carrière grâce à ces qualités que tu as récupérées en plus, ça fait toujours énormément de bien et normalement ça entraîne une confiance supplémentaire pour ces coureurs-là. Et puis on a beau dire, mais un mec qui gagne sur un Tour de France, qui gagne un gros objectif, pendant l'hiver, il revient quand même beaucoup plus motivé qu'un mec qui a fait une saison de merde. Et ça, c'est avec Turgis, il a quand même... eu dans sa deuxième partie de saison un grand résultat avec cette victoire sur le Tour de France et je pense qu'il est reparti
extrêmement motivé à l'entraînement cet hiver. C'est plus facile de repartir à l'entraînement cet hiver que quand tu fais une saison un petit peu moyenne. Voilà. Et là, l'an dernier, il a, malgré le début de saison qui n'avait pas été forcément exceptionnel, surtout avec le manque d'invitation, c'est vrai qu'il s'en est bien sorti. Et puis, c'est vrai que Turgis, techniquement, il est quand même obligé d'évoluer à la Total Energy parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui est de moins en moins invitée sur les grandes classiques flandriennes et forcément, il faut avoir une autre corde à son arc. C'est ça aussi qui va peut-être faire quand même réfléchir Anthony Turgis à quitter la Total Energy, c'est que la Total Energy est de moins en moins invitée, que ça va peut-être pas s'arranger dans les années à venir sur les grandes courses, et peut-être qu'il va être obligé d'aller dans une autre structure, par exemple la Cofidis, mais vous avez d'autres formations, ou pourquoi pas Intermarché aussi, pour être intéressé, parce que tu as d'autres opportunités de cette manière-là, pour aller chercher des grandes courses. C'est vrai que Turgis chez Intermarché, ça aurait de la gueule, parce que Guilhermet, on a peut-être vu quand même les limites sur les classiques flandriennes de Guilhermet. Et Turgis, les Flandriennes, il aime bien ça quand même. Et c'est une équipe qui sait rouler dans le vent, donc ça pourrait être intéressant d'aller chez Intermarché. Et Intermarché, on sait qu'ils auront un contrat déjà avec leur sponsor jusqu'en 2028, mais surtout, ils auront accès aux meilleures courses du calendrier, ou pourquoi pas la Loto aussi. Mais Arnaud Delis, tu vois, là, il y a un peu moins de place quand même sur ces courses-là si tu vas du côté de la Loto. Alors que chez Intermarché, pour moi, il y a de la place. Et puis je termine avec Guilhermet. Je trouve pas le sprint mauvais de Guilhermet. La phase de sprint, on parle de sprint pur, je trouve qu'elle est pas mauvaise. Par contre, c'est avant. Il est quasiment pas placé. C'est vrai que Intermarché, on les voit beaucoup à 30 bornes, 40 bornes de l'arrivée, mais ensuite on voit surtout Lorenz Rex. Mais en dehors de Lorenz Rex, on n'a quand même pas vu grand monde du côté d'Intermarché dans le final. Et Guilhermet, il lui manque un petit peu de... Pardon, j'ai eu un gros rototo, je m'excuse. On est proche le broquin aussi. Mais Guilhermet a eu un petit... comment dire, il manque un peu de main d'œuvre dans le final et il a fait boule de flipper aux 400 mètres. C'est-à-dire qu'il frappe deux coureurs, un à gauche, un à droite. Il se fait un peu démolir à ce côté-là, ce qui fait qu'il perd de la vitesse forcément, ce qui a une incidence sur son sprint. Et comme il commence son sprint, il est 7 ou 8, c'est difficile de faire des miracles dans ce genre de situation. Donc je dirais que faire une 4e place, c'est plutôt une belle chose. Et puis j'ai oublié de dire, c'est vrai que Van der Berg, il peut aussi dire merci à Blikra, parce qu'en fait Blikra il lançait le sprint, mais pour Varechkjold. Sauf que il s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas Varechkjold dans la roue quand il lance son sprint, donc il s'est dit je continue jusqu'au bout, et c'est quand même une belle perte de Blikra, parce que plutôt un lanceur qu'un véritable sprinter, mais là il a quand même tenu 400 mètres quasiment à très haute intensité. Alors c'est vrai que sur les 50 derniers mètres c'est plus dur, mais il arrive quand même à porter une 3e place, donc belle performance quand même de Blikra. Et Guilhermet aujourd'hui pas mauvais également, le coureur d'Intermarché. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne du jour. Les bonnets d'âne du jour, je commence avec la Tudor. On a vu la Tudor aujourd'hui rouler. Alors c'est vrai que c'est encore la Tudor en flop, comme sur le Alula Tour, il y a quelques courses comme ça où la Tudor est en flop depuis le début de saison. Je suis pas tombé sur les bonnes courses pour le moment avec la Tudor, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la Tudor roule quand même beaucoup pour Dainese. Sauf que là aussi, alors c'est un peu le même problème que Intermarché, c'est qu'ils roulent très loin de l'arrivée et je pense qu'ils ont perdu un petit peu d'énergie dans l'affaire. Et surtout, Dainese, on l'a pas vu parce que là aussi, dans le final, il est un peu seul, Alberto Dainese. Et pourtant, c'est dommage parce que là, il y avait quand même une opportunité pour lui. C'est vrai que il faut quand même le dire que du côté de la Tudor, du côté de cet effectif, qui est quand même pléthorique maintenant, un peu plus qu'auparavant, Dainese, il se retrouve quand même avec... il y a Merhofer, vous avez aussi également De Klein, il y a quand même de bons sprinters dans cet effectif, tu rajoutes à ça Hirschi et Julien Alaphilippe, c'est vrai que ça laisse peu de place, et là... On aurait pu s'attendre quand même à un sprint de la part de Dainese, mais quand tu regardes bien dans le groupe de devant, ils ne sont que 2 à l'arrivée. Il y a lui et Robin Froidevaux. Donc déjà, pour se placer dans un sprint où on voit bien que c'est surtout dans les 6-7 derniers kilomètres, où c'est là où il fallait avoir de la main d'œuvre, c'est là où il fallait être efficace. Après, en fait, à la sortie de 16 Salines, on passait par 16 Salines, et à la sortie de cette commune, c'est là où il fallait être hyper efficace.
Bah, le problème, c'est qu'il n'y a plus personne. Pourquoi il n'y a plus personne? Parce que c'est eux qui contrôlent pendant toute la journée l'écart avec du vent de face. Forcément, tu te crames un peu dans ce genre de situation, surtout qu'on a quand même roulé à plus de 45 à l'heure avec du vent de face. Donc là, il y a eu une erreur, je pense encore une fois, dans la gestion de course de la Tudor. Pareil que pour le Halou Latour, pareil, encore une fois que hier, la gestion de course pour le moment de la Tudor est pas impressionnante. C'est-à-dire dans la voiture, il va falloir trouver des mecs un peu plus intelligents que ça, parce que là, ça fait quand même 3 courses où la Tudor se rate complètement en termes de stratégie. Hier, avec Marc Hirschi, Hirschi se retrouve seul. Forcément, c'est pas l'idéal. Sur le Halou Latour, c'est eux qui lancent le coup de bordure, sauf qu'à 20 bornes de l'arrivée, on sait pas pourquoi De Klein est complètement à l'arrière du groupe, il a à 2 doigts de se faire avoir, et qu'ensuite il rate complètement son sprint. Enfin, il n'est même pas dans le sprint de Klein, parce que mal positionné. Il finit 120e, parce qu'il a dû être gêné par la chute avec Nils Sekov. Et là, aujourd'hui, pareil, sur 16 Salines, il roule pendant toute la journée, sauf que dans le final, là où il faut avoir du monde, il n'y a plus personne. Bah, ça serait bien de peut-être être un peu plus intelligent, de peut-être être un petit peu moins démonstratif dans l'effort en début de journée, et être plus démonstratif dans l'effort en fin de journée. Parce que sinon, bah, t'auras beau avoir des très très bons coureurs, s'il n'y a pas la stratégie qui va avec, il va falloir vraiment être au-dessus du lot. Mais vraiment être au-dessus du lot pour pouvoir s'imposer dans des belles épreuves. Donc la Tudor, cette année, veut quand même progresser en termes de course et en termes de résultats dans les courses, mais il va falloir du monde dans la voiture. Là, il y avait qui dans la voiture aujourd'hui? Alors, je sais que les infos ne sont pas toujours bonnes parce que je crois que Maxime Bouet était à la maison alors qu'il disait qu'il était dans la voiture. Du côté de Tugor, c'était Claudio Cozzi, qui a été manager, par exemple, à la Katusha. C'est vrai que la Katusha n'était pas vraiment connue pour ses grosses stratégies d'équipe, et également chez Israël, pas non plus connue pour ses très bonnes stratégies d'équipe. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas excellent manager la Tudor depuis 2023 dans cette formation. Mais là, ça n'a pas été bien fait hein, aujourd'hui, je trouve, du côté de ce manager, et ils sont passés complètement à côté du côté de la Tudor en roulant pendant des kilomètres et des kilomètres. A l'inverse, un autre coureur qui est passé à côté, mais pas forcément parce que son équipe a énormément roulé, c'est Milan Menton aujourd'hui. Ah ouais, bah on a très peu vu quand même le maillot de la Lotto. Alors c'est dommage parce que le maillot de la Lotto, j'ai pas encore fait la présentation de cette équipe, mais peut-être que ça arrivera d'ici le 15 avril du côté de la Lotto, vu comment j'ai du retard. Mais Milan Menton, c'était plutôt... Enfin, être discret aujourd'hui, c'était plutôt une bonne chose. Ça, il fallait plutôt être discret dans la première partie de course. Sauf que, bah, il y a un moment, il aurait fallu déclencher. Sauf qu'ils ont, j'ai l'impression, jamais déclenché. Alors là aussi, je pense qu'il y a eu des problèmes parce que Jasper De Beust est seulement 151e à 1,25. Donc je pense qu'il y a eu un problème déjà de poisson pilote, parce que normalement De Beust devait être poisson pilote de Menton. C'est vrai que De Beust, souvent dans ce rôle de poisson pilote, il se foire quand même. Hein. J'ai l'impression, dites-moi votre avis dans les commentaires, mais j'ai l'impression que souvent quand il est dans ce rôle de poisson pilote, il est rarement là au bout. Et du côté de Milan Menton, bah là aussi, hein, il y a des places à prendre, du côté de la Lotto, parce que bah, face à Arnaud Delis, il faut se montrer dans cette formation. Ça aurait été bien aussi de marquer des points UCI pour la Lotto. Alors, pas forcément parce qu'ils sont en besoin de points UCI. Normalement, à part saison catastrophique en 2025, normalement c'est fait, ils seront en World Tour l'an prochain. Le problème, c'est que cette année en 2025, la Lotto doit avoir des résultats parce que la Lotto doit montrer que c'est une équipe qui va être en capacité de jouer en World Tour pour plusieurs raisons. Bah déjà parce que sinon ça va être le petit poussé du World Tour, et potentiellement les petits poussés, bah, dans 3 ans, ils seront bouffés par la Tudor, ils seront bouffés par des formations qui seront en capacité de progresser encore une fois. Mais aussi parce qu'en 2025, la Lotto n'a pas forcément un gros budget. Ils ont perdu Destiny, qui était leur co-sponsor. Bon, Destiny, ils n'avaient rien compris au cyclisme, hein, on va pas se mentir, ils n'avaient pas compris le fonctionnement du cyclisme. Mais ce qui fait qu'ils n'ont plus de co-sponsor. Donc leur budget a rétréci. Ce qui est assez rare en ce moment, hein, vu qu'on a plutôt des grands budgets qui grandissent dans tous les sens. Ce qui fait qu'en 2025, la Lotto, elle doit montrer à des potentiels futurs investisseurs qu'ils peuvent mettre de l'argent dans l'équipe, ils auront des résultats et ils auront des retours sur investissement. Parce que l'idée quand même d'un sponsor, d'un co-sponsor, c'est de mettre de l'argent dans une équipe, mais qu'à la fin, ton nom de marque soit visible grâce aux résultats de l'équipe. Bah, il faut montrer les résultats.
ça aurait été bien d'avoir des résultats en ce début de saison. Pour le moment, c'est calme, et encore plus, je suis inquiet quand même du côté de la Loto, c'est que je rappelle que l'an prochain, ils seront obligés de faire toutes les courses, le nombre d'impasses qu'ils font sur cette première partie de saison. Sur le Dauphiné, sur le Tour d'Italie, ils ne seront pas présents. Je crois que sur Paris-Nice également, ils ne seront pas présents. L'an prochain, ils ne pourront pas faire d'impasse. Hein. Ça aurait été bien peut-être de se préparer à la densité d'une saison World Tour en amont, un an avant, parce que l'an prochain, ils vont avoir des surprises, parce que les impasses, ils ne pourront pas les faire. Ou dans de très rares cas, parce qu'on peut faire des impasses, mais c'est un cauchemar, et c'est un coup à se prendre des amendes de la part de l'UCI. Donc il faut mieux éviter le coup des impasses. Mais tu ne pourras pas, de toute manière, faire 4-5 impasses dans l'année sur des épreuves World Tour, donc il va falloir se préparer. Et il faut aussi préparer ton effectif aux épreuves World Tour. Or, quand tu fais que la moitié des épreuves auxquelles tu es invité, il y a quand même un petit souci de ce côté-là. Et là, c'est vrai que Milan Menton, qui sort déjà en plus d'une année 2024 qui n'a pas été bonne, hein, la saison de Milan Menton, ça aurait été bien de le voir aujourd'hui, quoi. Et là, dans le final, ils sont quand même bien passés à côté. Et puis je termine avec un dernier bonnet d'âne après Milan Menton, c'est Mozzato. Là aussi, pas idée, hein, Mozzato dans le final. C'est même pas lui qui fait la meilleure place aujourd'hui, c'est Emmanuel Oukou. Alors Emmanuel Oukou, qui est le premier coureur professionnel martiniquais, si j'ai bien compris, qui était l'an dernier à l'AVC Aix-en-Provence, qui a fait notamment deuxième de Paris 3 l'an dernier. Alors je sais pas si c'était l'idée d'Arkea de le mettre sprinter aujourd'hui à 21 ans, à bientôt 22, parce qu'il aura 22 le 14 février, mais pour une première course professionnelle, faire ça, c'est quand même un petit peu couillu, surtout que c'est un coureur qui ne sera que dans l'équipe continentale, hein, il ne sera pas dans l'équipe World Tour l'an prochain, donc c'est quand même un petit peu couillu. Je pense qu'il y a eu un problème d'organisation, surtout que Mozzato, on sait qu'il aime bien ses sprints en faux plat montant, c'est là où il est très fort, l'italien. Je pense qu'il y a plutôt eu un problème d'organisation dans l'équipe, et Mozzato a dû perdre la roue du français, pas habitué à ce rôle-là, et ça s'est pas extrêmement bien passé. Mais là aussi, du côté d'Arkea, c'est une année importante cette année, parce qu'on sait qu'au niveau du sponsoring, on ne sait pas si ça va aller au-delà de 2025. Hein. Très clairement, il y a des grosses inquiétudes quand même du côté d'Arkea depuis la fin de saison 2024, et ça serait bien que pour éviter d'avoir des trop grosses inquiétudes, on ait des gros résultats en cette première partie de saison. Déjà, pour qu'Arkea et BNB se disent « Ah non, en fait, on met des billes dans une équipe qui est capable d'obtenir des résultats, donc non, c'est pas forcément bien de vouloir se barrer en termes de sponsoring, mais aussi, là aussi, pour intéresser des futurs investisseurs en deuxième division, et des investisseurs notamment bretons, parce qu'on sait qu'il y a un vrai attachement à cette identité-là, et que là, pour le moment, il passe un petit peu à côté. Donc là aussi, il va falloir être plus efficace du côté de l'Arkea, et là, Mozzato, on est encore passé un petit peu à côté aujourd'hui, du côté de cette course, et Arkea a quand même besoin de points, et là, pour le moment, Astana s'en sort mieux qu'Arkea sur cette toute première partie de saison, même si aujourd'hui, Astana... Je ne sais même pas s'ils avaient un coureur XDS Astana. S'ils avaient Canter, Canter Malucelli. Si, en plus, j'ai vu le sprint. Je suis bête, ils sont... c'est là où je me suis dit, le maillot de la TDT Unibet, on le confond quand même vachement avec le maillot d'XDS Astana. Et c'est vrai que Canter et Malucelli sont à côté du coureur de la TDT Unibet, qui, en passant, le coureur de la TDT Unibet a un peu niqué le sprint. Plus de qui, je crois du coureur de la UAE. Bomboy, il nique un peu le sprint d'un coureur. Je sais plus le qui, parce qu'il touche sa roue, quand même. Et le geste était limite de la part de Bomboy. Moi, j'aurais peut-être mis un petit truc, quand même, une petite amende pour Bomboy, parce que c'est dommage, parce que Unibet, eux, ils étaient en place dans les 20 derniers kilomètres. Ils étaient vraiment bien en place, mais Bomboy... Le petit geste sur la fin, là, où il se décale, il touche la roue, ça, c'était pas top de la part du coureur belge. On regarde tout de suite le programme de demain. 3e journée de compétition à Palma de Majorque, et cette fois-ci, c'est le Trofeo Serra des Tramuntana qui est au programme. Vous voyez un parcours
assez vallonné hein, pour cette journée. On aura une belle étape, une belle compétition avec pas mal de difficultés au programme. Toujours jamais très loin de la mer, donc toujours faire attention au vent. On passera à Polancha et à Alcuda qui ont parfois été... Alors il y a le trophée au Polancha, mais ça sera samedi, pardon. Alcudia, on a eu des arrivées, parfois Alcudia, donc dans début de journée, et puis ensuite la double montée vers le col de Sabatala et le col de Puig Major. On sera à mi-journée à ce moment-là, hein. Il restera encore plus de 60 km, 63 km au sommet du pôle de Puig Major. Je ne sais même pas si ça sera sur les images télé à ce moment-là. Et puis on aura le col de Solaire qui sera au kilomètre 112,5, c'est-à-dire à 38 km de l'arrivée, ce col de Solaire, 7 km 7 à 5,6 de moyenne. Et puis après ça sera plat jusqu'à l'arrivée à Selva. On finira par une côte de 400 mètres à 9,3%. Donc on devra avoir une belle bagarre entre punchers et grimpeurs. Les grimpeurs qui voudront faire la différence dans cette montée en milieu de parcours face à des punchers qui, eux, attendront le final pour tenter de faire extrêmement mal à leurs adversaires. Et vous voyez hein, que la course est loin d'être facile, surtout pour un début de saison. Eh bien, nous, on se retrouve demain pour cette épreuve, pour le débrief de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!